Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans La Voix est libre, émission qui, une fois par mois, est préparée par les 3 rédactions, Lyon, Clermont, Grenoble, et diffusée sur toute la région Rhône-Alpes-Auvergne. Émission grand format, 1h15 d'antenne que nous allons consacrer à un thème central, je dirais même vital, notre santé. Savez-vous qu'en France, chaque année, des dizaines de milliers de personnes meurent à cause du mauvais air qu'elles respirent, que nous respirons, et que des milliers d'autres, principalement des enfants et des personnes âgées, souffrent de problèmes respiratoires. Alors que faire maintenant et surtout pour plus tard? Dans quelle ère vivrons-nous dans 50 ans? Quelles seront les villes du futur? Réponse dans l'heure et quart qui suit. Cette pollution atmosphérique, vous la voyez, nous la voyons, elle est visible sous forme d'un brouillard plus ou moins épais. Elle est due aux substances émises par les voitures, mais pas seulement. En cause également le chauffage au bois, l'industrie. L'air devient encore plus irrespirable quand la météo s'en mêle. On connaît tous ces périodes d'anticyclone, grand soleil, pas de vent, durant lesquelles nous devons réduire notre vitesse, ne pas faire de sport. En cause l'ozone, les gaz à effet de serre, le dioxyde d'azote et les désormais célèbres particules fines qui génèrent ou aggravent des pathologies comme le cancer du poumon, l'asthme, l'artériosclérose, les allergies. Alors, avant d'aborder les solutions individuelles et collectives pour résoudre ce grave problème de santé publique et envisager la ville du futur, il faut préciser l'ampleur et la gravité du phénomène. C'est ce que nous allons faire avec nos premiers invités. Didier Chapuis, vous êtes le directeur territorial d'Air Rhône-Alpes, l'organisme qui mesure la qualité de notre atmosphère et les quantités de polluants qu'il contient. Professeur Christophe Pizon, chef de la clinique universitaire de pneumologie au CHU de Grenoble et membre de l'université Grenoble-Alpes. Enfin, Gilles Vesco, conseiller délégué à la métropole de Lyon, en charge des nouvelles mobilités urbaines et des nouveaux modes de vie urbains. Alors vous allez représenter à la fois le monde politique, qui a du pouvoir justement sur notre avenir et des décisions importantes, puis aussi le citoyen, face donc aux scientifiques qui vont se succéder, et avec des questions donc sur les 10-15 ans à venir. Gilles Vesco, d'ailleurs, une première question. Est-ce que ce problème de santé publique, de pollution et d'aménagement de la ville, justement pour améliorer cette situation, est un problème central, ou au contraire, est-ce que pour le moment, ce n'est pas une priorité pour le monde politique? C'est ce qu'on a l'impression. Alors, tout au contraire, c'est bien sûr la cause finale de toute l'action publique de la collectivité du Grand Lyon. Alors, on est assez au courant au Grand Lyon, puisque c'est le Centre international de recherche sur le cancer, qui est une instance mondiale et qui est à Lyon, qui a décrété il y a 2 ans que les particules fines étaient un cancérogène certain. Donc on est vraiment au courant à Lyon. Et évidemment, malgré les 30 jours d'alerte de plus de 80 mg... Ma question, en fait, c'est est-ce que vous avez chèque ouvert? Est-ce que vous avez un budget quand vous présentez les moyens à mettre en place pour justement pallier ces phénomènes-là? Est-ce qu'on vous dit il n'y a jamais chèque ouvert, et aujourd'hui moins que jamais, puisque vous savez qu'avec la baisse de la dotation globale de fonctionnement, le Grand Lyon va perdre 1 milliard d'euros sur l'ensemble du mandat, sur son budget. Donc il faut gérer les priorités, mais ces priorisations sont là. Et évidemment, c'est la politique de mobilité notamment, puisque en ville, c'est 44% causée par la mobilité. Eh bien, cette politique est là pour combattre les particules fines. Je ne vous rappellerai pas que c'est à Lyon qu'on a inventé le Vélove. On va y revenir, on a une heure et quart pour en parler, on va revenir sur le Vélove. Je voudrais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, justement, pour se rendre compte de la situation, avec un reportage réalisé ce printemps par Serge Vorette et Cédric Picot. C'est dans la vallée de l'Arve, à Sallanches. Alors, dans cette vallée montagnarde, au pied du Mont Blanc, dans un lieu magnifique, a priori synonyme de grand air, la pollution atmosphérique est devenue le quotidien des habitants, et notamment celui des institutrices. Ce n'est pas si fréquent de voir une cour de récré désertée entre midi et 2. Mais c'est pourtant devenu le quotidien de l'école Saint-Joseph à chaque épisode de pollution atmosphérique dans la vallée. À ce moment-là, ce qui se passe à l'extérieur se voit surtout à l'intérieur. Les 200 enfants demi-pensionnaires sont depuis novembre dernier, et ce chaque fois que l'air devient un peu trop vicié, consignés dans l'école. Non que l'air y est meilleur, mais simplement leur dépense physique y est maîtrisée. Enfin presque. C'est difficile les jours de pollution en termes d'organisation pour les enseignants, pour le personnel, parce que ça nous mobilise à 100% à l'intérieur. Et puis les enfants, par principe, ont l'habitude de s'aérer, surtout à la montagne. Et là, on leur demande de rester à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'ils sont très excités. Et pourtant, le personnel de l'école ne ménage pas ses efforts et son attention.
Jeux et lectures d'un côté, récréation écourtée avec interdiction de courir de l'autre. Une gymnastique, si l'on ose dire, qui est dictée par le bulletin quotidien d'Air Rhône-Alpes. Tous les matins, oui, je regarde. Il est vrai que je suis aidée parce que je descends de Chamonix, donc il y a les panneaux lumineux qui indiquent pollution, et puis on le voit tout de suite, il y a une petite nappe bleutée, donc là, voilà, on se dit, oula, il faut que je regarde quand même le site. Didier Chapuis, c'est complètement anachronique de voir la vallée de l'Arbre en tête des régions touchées par la pollution dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Alors effectivement, c'est une vallée qui est concernée par la pollution atmosphérique. Alors ça n'empêche qu'il ne faut pas non plus regarder que le verre à moitié vide. Ouais. La qualité de l'air, elle est globalement bonne dans ce secteur-là, si on regarde toute l'année, puisque 3/4 des jours, la qualité de l'air est bonne. Malheureusement, effectivement, on a quelques jours dans l'année, souvent plus d'une trentaine de jours, voire au-delà, 30, 40, quelquefois 50 jours par an, on a une qualité de l'air qui est dégradée dans la vallée de l'Arbre. Parce qu'on voit donc le graphique qui est dans le dossier de Air Rhône-Alpes, en tête justement de ces jours d'alerte. Et après vient donc le bassin lyonnais, le Nord-Isère, la zone urbaine des Pays de Savoie, le bassin grenoblois, le bassin stéphanois, la vallée du Rhône, l'ouest de l'Ain, la vallée, la Maurienne et de la Tarentaise. C'est vrai, sur l'année 2014, la vallée de l'Arve a été le secteur le plus concerné par les épisodes de pollution. Et ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui habite la vallée de l'Arve, il émet pas plus de polluants que quelqu'un qui habite ailleurs dans la région Rhône-Alpes. Et je dirais même peut-être certainement pas plus de polluants que quelqu'un qui habite ailleurs en France. Si ce n'est qu'il doit se chauffer un petit peu plus, mais il émet quasiment la même chose. Sauf que la topographie, ce qui fait finalement toute la sensibilité de ce territoire et toute la majesté, en font également un critère où les polluants vont s'accumuler dans ces fonds de vallée et on va avoir une accumulation qui est d'autant plus importante que la vallée est étroite et encaissée. Alors justement, on parle de ces polluants, il n'y a pas que de l'oxygène alors dans l'air qu'on respire Bien sûr que non. Il y a des centaines de composés et il y a quelques indicateurs de pollution que l'on mesure et que l'on peut comparer aux valeurs réglementaires. Alors paradoxalement, on dresse un portrait ou un tableau très très noir de la situation et curieusement, vous notez, vous, qu'au contraire, le taux de ces polluants est en train de baisser alors depuis l'année 2005. Effectivement, là, on a regardé rétrospectivement sur les 10 dernières années, la qualité de l'air sur les indicateurs que nous mesurons s'améliore. Cependant, cette amélioration n'est pas encore suffisante pour que l'ensemble de la population soit épargnée par des épisodes de pollution. Donc on est plutôt sur une tendance qui est favorable, mais il y a encore des efforts à accentuer si on veut que tout un chacun respire une qualité de l'air. Le deuxième graphique, c'est l'ozone qui a du mal à baisser fortement, à l'inverse du benzène, alors lui qui a une forte chute, on le voit sur le graphique, au milieu on trouve en deuxième position donc, le dioxyde d'azote, les particules fines, le soufre et en dernier lieu le benzène. Ce que l'on voit, c'est que les composés sur lesquels il y a une vraie volonté pour qu'ils diminuent, il y a une chute qui est considérable. C'est le cas du benzène, du dioxyde de soufre. Parce que là, c'est directement l'industrie. Alors, pas forcément. Le benzène, c'était un composé qui a remplacé le plomb dans l'essence, par exemple. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des concentrations importantes de benzène dans l'air. Donc, il a été lui-même remplacé. Et là, les concentrations peuvent rapidement diminuer. Par contre, il y a d'autres composés où l'origine est différente et il est plus compliqué d'agir. C'est le cas des oxydes d'azote et des particules en suspension notamment. Et c'est encore plus le cas pour l'ozone, où là, on a des leviers d'action qui sont moins faciles, on va dire. Et du coup, la décroissance est beaucoup moins importante que sur ces composés-là. Mais quand même, ce qu'il est satisfaisant de noter, c'est que quand on veut, on peut. Donc, le troisième graphique, donc c'est l'origine de tous ces polluants. C'est donc bien le transport qui arrive en tête Pas forcément. Ah bon. Pas forcément. Sur les oxydes d'azote, qui est un problème effectivement de pollution quand on est proche des axes de circulation notamment, et quand on est dans une grande ville, on est souvent proche d'un axe de circulation. Et donc dans les grandes zones urbaines ou à proximité des grands axes de trafic, effectivement, on a des oxydes d'azote, du dioxyde d'azote, et la source principale, c'est le trafic routier. Par contre, quand on parle des particules en suspension, là, l'origine est un petit peu plus diverse. À l'échelle de la région Rhône-Alpes, l'essentiel est lié au chauffage, et notamment au chauffage bois non performant. Et ensuite, on a effectivement un quart lié au tissu économique et un autre quart lié au transport.
Quand on est dans un secteur urbain, c'est clair que l'impact du trafic est plus important que quand on regarde sur une moyenne régionale. J'ai lu qu'il y avait de l'arsenic à Saint-Étienne. Ça peut se retrouver dans l'air, l'arsenic ? Bien sûr. Et effectivement, on a une étude. Alors ce matin, j'étais justement à Saint-Étienne pour présenter un petit peu la démarche que l'on met en œuvre pour cette étude. On a constaté au cours des dernières années une augmentation des concentrations de ce métal dans l'atmosphère. Et donc, on met en œuvre une étude pour savoir si c'est une pollution qui est ponctuelle ou au contraire, si c'est une pollution que l'on retrouve sur un plus large territoire. Donc, on a besoin de mettre en œuvre des appareils de mesure pour justifier et voir si ce composé-là sur lequel on doit mener des actions ou bien si c'était juste une pollution ponctuelle. Les niveaux ont effectivement dépassé la valeur cible sur l'année 2014. Alors Christophe Pizon, vous retrouvez tous ces produits quand vous auscultez vos patients là, qui viennent vous voir ? Alors c'est compliqué parce que c'est des phénomènes qui sont multifactoriels. Il y a sûrement une susceptibilité personnelle, génétique. Il y a ensuite des addictions comme le tabac. Alors c'est pas une émission sur le tabac, mais je rappelle que le tabac, ça va faire 1 milliard de morts au XXIe siècle, 10 millions chaque année pendant 100 ans. Mais c'est vrai que la pollution, c'est quelque chose qui est important. Mon chiffre était juste, je disais plusieurs dizaines de milliers de personnes qui meurent. On est à 30 000, c'est ça à peu près En fait, comment on arrive à ces calculs qui paraissent mystérieux? C'est assez simple. On compare la mortalité dans des territoires qui ont un certain niveau de pollution à des territoires qui ont des pollutions plus basses ou plus faibles. Et on imagine que la différence est liée à la différence de pollution. Et donc, on regarde les augmentations de mortalité par 5 microgrammes, par exemple, de particules fines. Et la différence, on a tendance à l'attribuer à cette différence. Et les chiffres que vous avez donnés sont probablement assez raisonnables. Alors, les pathologies engendrées, faites-nous peur. Les pathologies, eh bien, elles sont bien sûr respiratoires, mais les particules fines passent dans les capillaires pulmonaires et modifient la réactivité des vaisseaux. C'est un facteur d'athérosclérose, pour faire simple. Donc, je vous rappelle que les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de décès en France et que la pollution joue sûrement un rôle. Les maladies du sang, bien sûr, les maladies pulmonaires, et puis, bien sûr, ça a été dit par notre collègue en charge de la vie à Lyon, bien sûr, les cancers. Et ça, c'est un enjeu. On a parlé du benzène, on parle des particules fines. C'est maintenant, et ça, c'est le mérite du Centre international de recherche contre le cancer de Lyon, d'avoir conduit les bonnes études. Et c'est un vrai souci, ces particules fines. Et on voit, par exemple, dans des pays comme la Chine, on voit des jeunes femmes qui n'ont jamais fumé, qui développent des cancers du poumon. Alors, on a vu que les polluants diminuaient au fur des années. Est-ce que vous, en termes de patients et de pathologie, ça diminue aussi? Au contraire, vous constatez plutôt une augmentation? C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. On peut bien sûr être catastrophiste, mais c'est incontestable que l'industrie est de plus en plus propre. Je pense que la présentation de notre collègue a été très équilibrée. Ça dépend du contexte, rural ou pas rural. Mais il y a encore des problèmes autour du transport, probablement, et des particules fines. Mais globalement, tout ce qui est NO, NOx, tout ce qui est SO2, toutes ces choses-là, ça a baissé, c'est incontestable. Et vous, lorsqu'il y a une période de pic de pollution, là, pendant laquelle on doit ralentir la vitesse, vous constatez, vous, un afflux de consultants dans vos cabinets? Oui, si vous voulez, il y a deux types de conséquences. Il y a des effets aigus sur des gens qui ont des maladies chroniques. Alors, c'est typiquement l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, le bronchite chronique, l'asthmatique qui va exacerber. Et puis, il y a des choses plus silencieuses, plus délicates, qui est un peu le bruit de fond. Et là, il y a des maladies qui sont probablement liées à cette pollution. Ce n'est pas le facteur principal, mais c'est un des cofacteurs. Alors, la bronchite chronique, bien sûr, l'athérosclérose et le cancer du poumon. Monsieur Vesco, l'homme politique doit être interpellé par ce constat. Effectivement, le problème de santé publique est fort. En même temps, ça génère aussi des coûts pour la collectivité. J'ai lu que c'était estimé, les coûts sanitaires de la pollution de l'air sont évalués entre 20 et 30 milliards d'euros par an. Oui, plutôt une quinzaine, mais ce qui est déjà beaucoup trop. Et puis, il faut rajouter des coûts incompréhensibles pour ce qui est de la France, comme celui de la subvention du diesel, par exemple, qui nous coûte 8 milliards d'euros. L'essence est taxée 20 centimes d'euros de plus que le diesel, ce qui est incompréhensible puisque c'est les mêmes coûts de production. Et je pense qu'il faut, alors peut-être que monsieur le professeur nous expliquera le rôle du diesel, il faut qu'on se dédiésélise et il faut qu'on rééquilibre le coût, parce que si on rééquilibre le coût des carburants, la motorisation va se rééquilibrer. Parce que la liaison est bien établie entre par exemple les polluants comme le diesel et certaines pathologies. Oui, là, parce que les études épidémiologiques sont... Oui, je crois que c'est établi. Bon, ça a correspondu à un développement industriel, à certaines réussites de grands groupes
automobile sur le moteur diesel. Bon, je pense qu'il n'y avait aucune intention maligne. Mais maintenant qu'on est informé, je suis tout à fait d'accord avec monsieur le conseiller, il faut changer de motorisation. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, j'espère, est acquis. Il y a quand même des signaux très intéressants aux États-Unis, dans certaines régions de France, où on a vu la pollution diminuer. On a, chez les enfants, c'est publié dans de très grands journaux comme le New England Journal of Medicine, où on voit que le volume pulmonaire des enfants a réaugmenté, c'est-à-dire les performances respiratoires des enfants s'améliorent. Donc se dire, c'est foutu, on n'y peut rien, c'est faux. On peut avoir des effets en moins d'une génération. Donc c'est extrêmement intéressant de voir qu'on peut avoir une santé respiratoire des enfants meilleure à la faveur d'une baisse de la pollution particulière. Gilles Lescaut, il y a une urgence visiblement dans le traitement. Bien sûr. D'ailleurs, la France est en retard par rapport aux normes européennes. On risque même des sanctions lourdes. Bien sûr. Alors, il y a une amende qui se promène au-dessus de nos têtes de 100 millions d'euros. Et le gouvernement est en train de s'assurer, à bon droit par ailleurs, de faire en sorte que ça soit les villes, puisque c'est dans les villes que ça se passe majoritairement, et notamment en termes de mobilité urbaine, que ce soit les villes qui payent cette amende. Donc évidemment, c'est alerte rouge, et il va falloir être très démonstratif. À Lyon, on est assez tranquille, parce qu'on a une politique au-delà de la démotorisation diesel, de rééquilibrage des modes. Je vous rappelle que chaque jour, il y a 1,7 million de trajets qui sont faits en transport en commun, dont 75% à l'électrique. Nous avons fait Velof, c'est 25 000 trajets par jour. Nous mettons l'autopartage électrique, qui est une réplique de Velof sur 4 roues électriques, qui s'appelle Autolib à Paris, mais qui s'appelle Bluely à Lyon. C'est autant de... Il y a le covoiturage, on a fait 600 km de pistes et de bandes cyclables, on prépare un plan piéton, un plan marchable, comme on l'appelle. Toute cette politique, et on rééquilibre l'espace public. On a fait la reconquête des berges, on rend à l'habitant son territoire, et le territoire magique comme le bord de l'eau, les berges du Rhône, les rives de Saône, à la place de parking voiture. Si exemplaire, dans d'autres villes, ça se passe beaucoup moins bien. Alors, regardez, vous avez le tube Motte-Doux qui a été creusé, le pont Raymond-Barre qui, à la confluence, n'accueille que du tramway, du piéton ou du vélo. Donc il y a une vraie politique de rééquilibrage de l'espace public, et on a fait réduire en 10 ans le trafic automobile intramuros de 20%. Oui, donc, et immédiatement, visiblement, comme vous le dites, c'est immédiatement réactif. Dès que le trafic routier baisse, là, il n'y a pas de souci, les polluants baissent et les pathologies baissent. Alors, ce n'est pas linéaire pour autant, parce qu'il y a la pollution liée à l'unité urbaine, mais il y a la pollution aussi qui vient de l'extérieur, il y a la pollution qui n'est pas seulement liée au trafic routier, donc c'est multifactoriel, donc il faut agir bien sûr, et tout ce qui est fait pour les facteurs de multimodalité sont plutôt favorables pour la qualité de l'air, mais il y a tout un tas d'autres actions aussi qu'il faut mener de front pour que plus personne soit exposé à la pollution. Justement, quel est le rôle, l'importance de la pollution importée? On parle des épandages, de l'engrais, et ça a été le cas lors des précédents épisodes. La pollution est arrivée du Nord, et on a beaucoup parlé des épandages. Ça va beaucoup dépendre d'une période à l'autre, en fait. Donc, classiquement, moi, je dirais que décembre, janvier, février, c'est des mois où on est plutôt soumis à des atmosphères stables et la pollution, elle va rester sur place. Et là, c'est plutôt la pollution générée par la ville que l'on va retrouver sur la ville. Par contre, sur les intersaisons, notamment le mois de mars, avril, là, effectivement, on va subir des imports extérieurs avec du brassage des masses d'air, et notamment des masses d'air sur lesquelles il y aura eu des épandages agricoles qui se seront volatilisés, qui vont réagir avec les oxydes d'azote du trafic routier et qui vont former des particules secondaires qu'on va retrouver en grand nombre sur nos grandes zones urbaines. Et à cette époque-là, on a des concentrations et des épisodes de pollution qui peuvent durer pas mal de jours. C'était encore le cas cette année, c'était le cas l'année dernière aussi. Le mot de la fin de cette table ronde va être à vous, Christophe Pizon. Quelle est pour vous l'urgence ? L'urgence, je pense qu'il faut arrêter d'attendre de nos élites, de nos managers. Je pense que c'est une prise de conscience des citoyens, de se dire, je me déplace avec ma voiture, c'est peut-être commode, encore que ce n'est pas très efficace. Et je pense qu'il y a une prise de conscience du citoyen, de se dire, je suis responsable du milieu dans lequel je vis, et j'essaie de réfléchir. Nous, par exemple, à l'hôpital, on a une direction qui est très volontaire, qui a un plan de déplacement. Eh ben, je pense qu'il faut adhérer à ces plans de déplacement et ça sera d'autant plus accepté si les gens réfléchissent à ça, s'ils l'acceptent et s'ils se l'appliquent à eux-mêmes. Le système Yaka, il faut qu'on, non. Je pense que c'est aux citoyens d'être informés grâce à vous et ensuite probablement de changer de comportement. Et c'est possible parce qu'on a une offre
qui est assez diversifié. C'est possible avec des nouveaux services de mobilité, les transports en commun, le vélo serviciel, la voiture servicielle, les plateformes de covoiturage, Absolument. la marche à pied facilitée. Et c'est tout le rôle d'une collectivité, c'est ce que l'on fait à Lyon et au Grand Lyon, d'accompagner cette transition, y compris avec l'aide du privé d'ailleurs, dans le partenariat De façon très brève, si on bougeait un peu plus, il y aurait un autre bénéfice extraordinaire, parce que le plus grand mot dont on souffre, c'est la sédentarité. Donc, alors je ne parle pas pour les gens qui ont 15 km à faire, mais si on pouvait marcher plus, Bien sûr. il y aurait des effets extraordinaires sur la prévention des maladies chroniques. Donc il y a une belle logique là-dedans, qui est de bouger plus et si possible, pas dans des moyens de transport individuels. Ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs. On le voit, la pollution atmosphérique est directement liée aux énergies que nous utilisons. Alors, deux solutions, soit on réduit leur consommation, soit on peut aussi changer d'énergie. Existe-t-il d'autres énergies dites propres? Sur quoi travaillent aujourd'hui les scientifiques, les chercheurs? Qu'est-ce qui remplacera demain le diesel ou le bois? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler dans notre seconde table ronde. En attendant, je vous propose de regarder un reportage de Xavier Schmitt et Franck Serroni sur une innovation assez étonnante. Vous allez voir, la batterie papier. Elle a été mise au point par une chercheuse du laboratoire de l'École internationale du papier de Grenoble avec le CNRS et le Polytechnico de Turin. Comme vous pouvez voir ici, alors il y a 3 composants principaux. Du coup, une anode, cette petite feuille-là, une cathode, cette feuille-là, et un séparateur. Alors ces 3 composants sont superposés. Du coup, on met la cathode, par exemple, le séparateur et l'anode, et on obtient une batterie comme celle-ci. L'anode et la cathode, ce sont les électrodes, l'entrée et la sortie du courant. Démonstration sur un voltmètre. 3 volts 4. Pas de doute, la batterie papier est chargée. Et la lumière fut. Et tu peux mélanger les 2 composants. Le procédé est concocté dans le laboratoire de l'École internationale du papier. Matériau de base, la cellulose issue du bois. Elle est préparée pour incorporer des particules aux propriétés électrochimiques. Graphite pour l'anode, lithium pour la cathode. Avantage du papier, sa souplesse. Donc on peut le plier, c'est flexible. Donc on pourrait envisager de l'utiliser dans des batteries, disons, solides et dans des batteries flexibles. Donc des batteries qui peuvent être pliées, enroulées, utilisées comme du papier peint, à la place du papier peint pour stocker de l'énergie. Et ça, c'est des hypothèses. Cobalt, nickel, fluor, les batteries actuelles ont des composants très polluants et leur recyclage est encore à développer. La version papier serait plus facile à recycler et moins coûteuse à produire. Une aubaine pour la filière, elle mise sur un biomatériau, le bois, et sur des papiers dits intelligents. Alors que nous avons donc rejoint François Badin de l'IFP Énergie Nouvelle. Vous êtes en charge de l'expérimentation et l'électrification des véhicules. Et puis Jean-Pierre Joly, conseiller auprès du CEA Liten, et puis aussi de l'INES, dont vous êtes l'ancien directeur, c'est l'Institut national de l'énergie solaire. Le Liten, alors juste un mot là sur le Liten, c'est un laboratoire d'innovation pour les technologies des énergies nouvelles et des nanomatériaux. C'est un des laboratoires du CEA qui génère le plus de brevets, d'après ce que j'ai lu. Oui, tout à fait. Oui, on est très actif sur l'aspect innovation dans ces domaines, dont à la fois de la production d'énergie renouvelable et puis aussi donc sur les axes de nouvelles technologies pour le transport, et aussi on a aussi un axe sur la biomasse. Voilà. François Badin, un petit chapitre d'abord sur les carburants qui sont fortement mis en cause, notamment le diesel. Alors est-ce qu'on travaille sur l'amélioration du diesel? Est-ce qu'un jour on va peut-être arriver à un diesel propre? On travaille effectivement, les laboratoires, les équipementiers avec qui on travaille beaucoup, les constructeurs, on travaille sur les carburants et les motorisations pour les rendre plus propres, avec, je dirais, un aiguillon qui est que les normes évoluent d'année en année, et les normes rendent de plus en plus sévères les émissions de polluants, les limites, les restreignent, et constructeurs et équipementiers installent de plus en plus d'équipements dans leurs véhicules, notamment dans le post-traitement, qui permettent d'avoir des rejets qui sont de plus en plus propres, et notamment des normes qui convergent entre le diesel et l'essence. D'accord, mais est-ce qu'on peut dire que ce sont aujourd'hui des énergies ou des carburants qui sont voués à une mort certaine, qui seront d'ici 40-50 ans remplacés par d'autres énergies?
On travaille effectivement... On arrive au bout de leur performance, quoi, en gros. On a encore des potentiels. On travaille sur ces carburants, d'une part, pour les adapter aux nouveaux post-traitements, comme je l'ai indiqué. Dans le passé, on a supprimé le plomb, par exemple. On l'a supprimé parce qu'il était nocif. On l'a aussi supprimé parce qu'il nuisait au bon fonctionnement du catalyseur. Donc le carburant est sans cesse adapté aux performances du moteur. On a des indices d'octane ou de cétane qui sont sans cesse optimisés pour fonctionner avec des moteurs sans cesse plus performants. On travaille également sur l'introduction d'agrocarburants, de biocarburants dans le carburant, ce qui permet de baisser l'émission de gaz à effet de serre globale en substituant une partie du carburant fossile par du carburant qui est d'origine végétale. Donc on a eu une première génération qui posait le problème de se trouver en confrontation avec les productions alimentaires. Et on travaille maintenant sur une deuxième génération de biocarburants qui, lui, sera plutôt produit à partir de résidus forestiers ou de déchets verts et qui n'entrera pas en concurrence avec la production alimentaire. Gilles Vesco, en fait, c'est la législation qui oriente, qui aiguillonne et voire qui oriente. C'est à vous de décider de quelle énergie, aux politiques, de quelle énergie on va disposer demain. Oui, alors, au Grand Lyon, on est déjà en train de regarder du côté de l'électromobilité, ce qui pose un problème d'ailleurs, parce que quand on va voir les constructeurs de bus, ils nous disent on vient de mettre 100 millions d'euros sur la norme Euro 6 diesel, et on n'a pas le temps de l'amortir, que vous venez nous voir en disant maintenant c'est de l'hybride ou du full électrique. C'est une vraie question, parce que là, c'est zéro particules fines et polluants. Donc, d'abord, dans nos voitures en autopartage, Bluely, Bolloré, on met l'électron vert en plus. Non seulement on met de l'électricité, mais c'est l'électricité renouvelable avec la CNR, la Compagnie nationale du Rhône en l'occurrence. Ça peut être un autre fournisseur. On est en train d'évaluer la fourniture d'électricité verte, notamment pour le réseau du Citra, les transports en commun dont je vous parlais. Et puis, il y a le gaz naturel véhicule. Le Grand Lyon a installé 2 stations en coopération avec GRDF. Et puis, il y a l'hydrogène, et Symbio Fuel Cell sur la région est un opérateur qui vend des prolongateurs d'autonomie, et on est en train de regarder aussi ça pour l'équipement de notre Justement, flotte François Bodin, quelle est pour vous l'énergie la plus porteuse d'avenir entre toutes celles que veut citer Gilles Vesco? On travaille beaucoup, nous, sur les véhicules qui consomment de l'électricité. Comme ça vient d'être dit, effectivement. Donc, dans une période un peu transitoire, on a connu tout d'abord les premiers véhicules hybrides qui ont été lancés fin 95 par Toyota. Donc, ce sont des véhicules qui optimisaient la motorisation, mais qui consommaient du carburant. Donc, rien de nouveau sur le vecteur énergétique. Et maintenant, on travaille sur une autre génération de véhicules hybrides qui vont conserver quand même un usage de moteur thermique, mais qui vont progressivement shifter vers l'électricité, avec des véhicules intermédiaires pour l'instant qu'on appelle des hybrides rechargeables, qui sont des véhicules qui ont la particularité de consommer encore du carburant, mais qui consomment de l'électricité et qui, pour certains, peuvent couvrir tous les usages de la semaine. Les trajets pendulaires domicile-travail pourront être couverts par de l'électricité. Je reste sur la voiture électrique. Pourquoi on est en retard là aussi? On a l'impression que ça a tellement d'atouts que ça fait belle lurette qu'on devrait disposer chacun d'une voiture électrique. Où sont les freins alors? Oui, la référence. Ce sont les bornes de recharge qu'on est en train de regarder. Effectivement, il faut créer un réseau de bornes de recharge. Renault est quand même un des constructeurs qui fabrique des véhicules dédiés électriques, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la génération précédente où on adaptait tant bien que mal un véhicule conventionnel à l'électricité. Là, Renault propose un véhicule qui est 100% électrique, c'est-à-dire qu'il a été construit, son architecture est bâtie pour pouvoir loger le stockage d'énergie par batterie, pour pouvoir loger les machines électriques. Vous l'intervenir? Non, il y a 2 limitations. Il y a une limitation qui est liée aux batteries, parce que finalement, au kilomètre parcouru, c'est le coût, d'usage de la batterie qui est le plus important. Donc, il y a vraiment à progresser sur ce point-là, mais c'est ce qu'on fait tous les jours. Et puis, le deuxième, c'est l'infrastructure de recharge, c'est ce dont on parlait tout de suite. En fait, c'est un peu les 2 limitations. Par contre, il n'y a pas du tout de limitation sur l'énergie en elle-même, puisque bien sûr il faut utiliser l'énergie propre. Si on refait, parce que si on refait de l'électricité avec du charbon, ce qui est le cas beaucoup ailleurs dans le monde, heureusement en France on n'a pas ce problème-là. Puis de toute façon, les énergies renouvelables sont en plein développement et ont un coût qui a extrêmement baissé. Donc finalement, la solution sur l'énergie n'est pas un problème. Je pense que effectivement la diffusion du véhicule électrique a d'autres limitations. Vous parlez de la production d'électricité et de la production vers de
l'électricité. C'est ce qui freine l'hydrogène, justement, la voiture à hydrogène. On sait que là, c'est compliqué de fabriquer la pile à hydrogène et justement, c'est pas très vert. Ah si, ça peut être tout à fait vert. Oui, Jérémy Rifkin dit d'ailleurs que la seule légitimation de l'hydrogène, qui est à l'état naturel que dans le Soleil, donc on l'a produit par du charbon ou du nucléaire, la seule vraie légitimation de l'hydrogène, c'est la production par de l'électricité renouvelable. Absolument. Totalement d'accord avec vous. L'hydrogène, c'est en même temps un stockage et un vecteur. Et avec la pile à combustible, la fabrication d'électricité se fait directement sur le véhicule et part directement dans le moteur électrique, ce qui est magique. Oui, sauf que la fabrication de ces galettes, enfin, rappelez-nous rapidement, on fait des galettes d'hydrogène, mais qui sont enflammées dans du magnésium. Oui, alors ça, c'est pour le stockage. On parlait par exemple de la technologie de McPhy. Non, mais en l'occurrence, effectivement, on peut stocker d'abord l'hydrogène autrement, en particulier dans un véhicule. Alors, bien sûr, c'est pas très facile de stocker de l'hydrogène, on en est conscient, c'est aussi une limitation. Et après, effectivement, le convertit en énergie électrique et ensuite mécanique. Oui, ça rejette de l'eau. C'est le gros avantage, ça rejette de l'eau. Désormais, avec des technologies relativement éprouvées. L'électrolyse de l'eau qu'on fait pour fabriquer l'hydrogène, c'est pas très écologique. Pourquoi? Je sais pas, non. Si on utilise une énergie renouvelable, effectivement, ce qui est peut-être une des difficultés, c'est que le rendement n'est pas à 100%, c'est vrai, mais on ne peut pas dire que ce soit propre. En matière d'énergie pour véhicules, l'hydrogène... Ce que l'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on électrifie les véhicules et, comme je le disais, on garde encore un moteur thermique parce que, comme ça a été dit, la batterie n'a encore pas les capacités de nous mener loin. Mais tout ce travail qui est fait, c'est ce qui est intéressant, c'est une étape parce que lorsque l'on arrivera à avoir des piles à combustible, du stockage et une production d'hydrogène qui soit avec très peu ou pas du tout de gaz à effet de serre, eh bien, on pourra substituer le moteur thermique par une pile à hydrogène, une pile à combustible dans le véhicule. Donc tous les travaux qui sont menés en vue d'électrifier la motorisation du véhicule, on peut dire qu'à l'ultime, ils peuvent servir aux véhicules à pile à combustible qui naturellement utilisera la motorisation électrique qu'on a développée. Donc il y a une sorte de continuum dans les progrès technologiques. Totalement, tout à fait d'accord. Si on part maintenant dans l'habitat ou dans ce qui n'est plus automobile, est-ce qu'il y a des énergies auxquelles on pense, enfin le grand public ne pense pas aujourd'hui, mais qui sont déjà en période d'expérimentation? Alors on n'a pas encore évoqué le solaire, par exemple. Le solaire, il peut, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, d'abord servir à la recherche des véhicules électriques. D'ailleurs, ça a aussi un intérêt de faire ça, c'est que c'est une énergie qui, par définition, n'est pas produite pendant tout le cycle. Et heureusement, on peut effectivement stocker de l'énergie dans un véhicule et on peut le rechercher, parce qu'il est relativement peu souvent utilisé dans un cycle journalier, donc on peut aussi le recharger. Donc ça peut aussi vraiment améliorer la gestion globale de cette énergie intermittente. On peut imaginer, moi je reste très grand publiquement, on peut imaginer une voiture avec des capteurs solaires sur le toit. Alors, pas vraiment, parce qu'effectivement, la surface n'est pas vraiment adaptée. La surface nécessaire, typiquement, c'est la surface du garage et pas la surface de la voiture, qui est un peu insuffisante. Mais d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, on ne va pas réduire cette surface? Non, parce que on va faire des progrès dans les rendements des modules photovoltaïques. Mais par contre, la puissance au mètre carré du soleil ne va pas changer. Enfin, je pense pas. Et donc, c'est la vraie limitation. Il vaudrait mieux, d'ailleurs. Et donc, c'est la vraie limitation. Donc, effectivement, il faut un peu plus de surface, oui. Je voulais aborder le solaire, parce que là, il y a eu beaucoup d'espoir dans le solaire, Gilles Vesco. Et puis, tout d'un coup, c'est une filière, on pourrait dire qu'elle a été un peu abandonnée par les pouvoirs publics. Alors, écoutez, pas du tout, parce que si vous prenez une compagnie locale, c'est la régionale de l'Étape, le siège est à Lyon, la compagnie nationale du Rhône, elle s'est diversifiée dans l'éolien et le photovoltaïque. Et maintenant, elle va sur l'hydrogène, puisque justement, elle peut en fabriquer grâce à son énergie renouvelable. Donc, et la CNR est partenaire du Grand Lyon sur des tas de projets. Donc on voit bien que... Il y a des aides gouvernementales qui ont été abandonnées. Oui, alors... Et nous, on a une expérience d'une entreprise qui s'appelle Photowatt dans le Nord-Isère, qui a dû déposer le bilan, reprise in extremis par EDF. Bien sûr. Mais sinon, elle était dans le solaire et justement, à cause de ces aides non renouvelées, elle a failli disparaître. Bien sûr. La rentabilité va s'améliorer de plus en plus. Oui, très clairement. En fait, je veux dire, on est dans un effet de basculement actuellement, avec un prix de l'énergie solaire qui devient compétitif. Alors, bien sûr, ce n'était pas le cas il y a effectivement quelques années. Au moment où on a installé donc, ces incitations,
qui était finalement, disons, le système d'incitation n'a pas été très bien régulé, et donc il y a eu des hauts et des bas, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'en réalité, sur le long terme, on est assez confiant que cette énergie, et bon, c'est les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, et on ne peut pas la taxer d'être vraiment spécifiquement pro-renouvelable, fait bien sûr clairement la prévision que ces énergies vont devenir importantes. Alors en France, on le voit moins parce qu'on a une énergie déjà décarbonée, etc. On a une énergie électrique relativement bon marché. À cause des centrales nucléaires amorties, mais effectivement, ça se développe dans beaucoup de pays. Alors, et l'éolien, alors on va passer en revue un petit peu toutes les énergies. L'éolien, il ne s'agit pas de mettre alors, les énergies en concurrence parce qu'on ne peut pas marcher. Disons qu'on va être obligé de faire appel à un mix énergétique, par définition, ne serait-ce qu'à cause effectivement de ces problématiques d'intermittence. Et le solaire ne pourra pas couvrir 100% des besoins très, très, très clairement. Et on a vraiment besoin de l'éolien. En plus, c'est actuellement l'énergie renouvelable la moins chère. Oui, mais alors, elle est aussi, elle a des difficultés, l'éolien, puisque là, quand on veut l'installer quelque part, immédiatement, il y a des comités qui s'opposent à cette pollution visuelle et sonore. Et là encore, c'est une décision politique, principalement des maires, des collectivités, d'aller dans ce sens-là. Alors, le gros potentiel, c'est le offshore. Là, il n'y a pas de voisins. Oui. Par contre, c'est 2 fois plus cher, mais il y a une volonté politique au niveau national de développer le offshore en éolien. Ouais. Mais les projets d'implantation sur place, en pleine campagne, sont rares aujourd'hui. Et même. Alors, ça dépend des régions, mais effectivement. Oui. Alors, on en a beaucoup dans la vallée du Rhône, mais c'est vrai qu'au cœur d'une grande agglo, c'est difficile de mettre des grandes éoliennes. Mais c'est une possibilité, notamment des mini-éoliennes en haut des immeubles. Oui. Ah oui, donc on pourrait aménager en ville. C'est quelque chose qui est regardé. Mais déjà sur les panneaux solaires, à la Confluence, à Lyon, il y a tout un programme d'installation pour avoir une consommation, une énergie positive générée par le quartier et qui est équilibrée entre tous les consommateurs. On peut faire un peu de science-fiction. Quelle est l'énergie qui aujourd'hui n'est pas forcément connue, mais qui pourrait révolutionner est-ce que... Honnêtement... L'atome, alors, on aurait non, mais je veux dire... Est-ce qu'on peut envisager des mini-moteurs nucléaires individuels? Des centrales nucléaires dans les véhicules. Oui, voilà. Ouais. Si on regarde Science et Vie des années 50, c'était déjà imaginé pour des poids lourds, pour des voitures. Il y a quand même beaucoup de problèmes de sécurité, de dissémination. Honnêtement, je pense que la physique est une science désormais quand même très, très fouillée. Je ne pense pas qu'on va découvrir comme ça. Je ne crois pas à l'effet rupture. Je pense que ça va être une amélioration constante. Il y a encore besoin de progrès. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais je pense qu'on a tout, dans la boîte à outils, on a tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, on est très proche d'arriver à des choses qui vont effectivement faire qu'on va complètement changer notre modèle énergétique. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de ce qui, ça fait un petit peu débat, le dernier rapport de l'ADEME qui essayait de voir dans la prévision d'un mix 100% renouvelable en France, qui est sorti sur Mediapart un peu rapidement, mais peu importe, les Allemands ont fait aussi des scénarios de ce type-là. Ça paraît farfelu à certains, mais en réalité, je pense que c'est possible. Et je pense que, à nouveau, c'est un problème de volonté politique et ça va prendre du temps parce que toutes ces choses-là, c'est beaucoup d'infrastructures, donc beaucoup d'investissements. Mais je pense qu'on va arriver à des choses comme ça avec une baisse des coûts et aussi beaucoup d'intelligence dans le système parce que sans mettre ça va marcher avec les technologies de l'information, très, très, très clairement. C'est-à-dire sans beaucoup d'intelligence à tous les niveaux de la chaîne, ça ne marchera pas. Et que pensez-vous de ce rapport de l'ADEME 2050 qui dit qu'en 2050, il y aura 3 tiers, en gros, sur la mobilité. Il y aura un tiers 100% électrique, un tiers hybride qui pourra être avec de l'hydrogène ou d'ailleurs des biocarburants qui pourront être notamment ceux de 3e génération. Alors vous avez parlé des champignons, mais la 3e génération, c'est les microalgues. Et puis le gaz naturel véhicule, dont le gros avantage... Absolument. De la même manière qu'il peut être en renouvelable sur l'électrique ou l'hydrogène, eh bien le gaz
naturel véhicule peut être du biogaz. Absolument. Et l'avantage, c'est qu'on grille du carbone récent plutôt que du carbone ancien. Absolument. Je pense que le gaz, effectivement, alors pas forcément extrait du sol, mais effectivement, soit le biogaz, soit éventuellement ce qu'on appelle le power to gas, qui réutilisera les surplus d'énergie renouvelable. C'est quoi l'origine du biogaz? On prend à partir de quoi? Des déchets biomasse, biomasse, oui. Voilà, ça peut être plein de choses, y compris nos déchets, déchets familiaux, urbains. Déchets urbains et biomasse. Donc tout ça, ça va. Effectivement, je pense que c'est tout à fait ce que vous dites est tout à fait vraisemblable. Je pense que le scénario de l'ADEME, à la louche comme ça, est plutôt bien fait. Alors bien sûr, je ne sais pas s'il sera suivi exactement comme ça, mais en tout état de cause, je pense que c'est les voies qui peuvent vraiment s'imposer. Là aussi, Gilles Bescot, va y avoir une pression forte au niveau des politiques, puisqu'il y a la loi de transition énergétique qui arrive et qui va imposer justement d'évoluer dans la répartition des énergies, qui est d'ailleurs à l'Assemblée en ce moment. Bien sûr. C'est bien la raison pour laquelle... alors, le rapport 100% énergie renouvelable, ce scénario qui apparemment est plausible en France, a été retiré parce que la loi sur la transition énergétique était en cours. Mais le Grand Lyon... ce rapport mettait un peu en porte-à-faux le gouvernement, qui était largement en retrait par rapport aux objectifs. Oui, et puis c'était un rapport qui était peut-être pas... Oui, c'est un rapport de travail, il n'était pas complètement finalisé, donc il est sorti, je pense, trop tôt. Ouais. Mais effectivement, le Grand Lyon a anticipé et nous avons un démonstrateur sur la confluence avec du bâtiment à énergie positive. Donc on partage l'énergie avec les voisins, entre des véhicules, entre des panneaux solaires et les habitations et les bureaux. Et ça, c'est un équilibre qui préfigure la ville de demain. Messieurs, merci beaucoup. Donc on a vu, grâce à ces nouvelles énergies, l'air de nos villes, on l'espère, sera moins pollué. Cela ne suffira sans doute pas d'ailleurs à résoudre totalement le problème de la qualité de l'air. On le sait, les villes, et principalement les nôtres, en Rhône-Alpes, vont grossir avec l'afflux de nouveaux habitants. La région est fortement attractive. Alors sans doute va-t-il falloir aussi revoir l'organisation de nos métropoles, inventer un nouvel urbanisme, ce qui veut dire de nouveaux modes de vie et puis de changements de comportement. On l'a déjà un petit peu évoqué, c'est le thème de notre troisième et dernière table ronde. Et comme l'exemple de cette nouvelle manière de construire des logements, nous allons partir à Clermont-Ferrand, visiter l'écoquartier de Trémontais, un projet lancé il y a bientôt 15 ans. 24 familles commencent à emménager. Reportage Cyril Jeunet et Sandrine Monteiro. L'écoquartier de Trémontais, c'est 20 hectares de friches, d'anciennes vignes et de vergers abandonnés au nord-ouest de Clermont-Ferrand. Le centre-ville est à portée de vue et la campagne à portée de main. La première résidence accueille des locataires depuis l'été dernier. L'Office public de l'habitat de la ville a choisi de vendre les 24 appartements de la seconde résidence, des logements écologiques et économiques. Voilà notre futur appartement avec une superbe terrasse. Auparavant, nous étions dans un bâtiment neuf, mais quand même chauffé au chauffage électrique. Et on a eu quand même des sommes assez importantes à payer en hiver. Et là, on espère quand même réduire par 3 notre facture. Ici, on est à la norme bâtiment basse consommation 2005, moins 20%, plus performant que la réglementation thermique 2012. Le cahier des charges de l'écoquartier a guidé l'action de l'architecte. Utiliser au mieux de manière très rationnelle et raisonnée, j'y tiens beaucoup, rationnel et raisonner le terrain de manière à avoir le bâtiment le plus compact possible. Compact également pour avoir un meilleur échange thermique, éviter trop de déperdition thermique par des choix architecturaux un petit peu déplacés. Un écoquartier, c'est une démarche écologique, le respect du développement durable, c'est aussi le choix de la mixité sociale et c'est surtout penser la ville de demain, créer de nouveaux logements sans agrandir l'aire urbaine, réduire les transports individuels coûteux et polluants. Et c'est plus qu'un symbole, le quartier a déjà son collège et sa crèche. Et donc on accueille nos deux invités pour cette table ronde. Serge Gros, directeur du CAUE de l'Isère et professeur à l'école d'architecture. Et puis Philippe Caillol, vous êtes du laboratoire AIDIS du CEA de Grenoble, responsable de l'innovation ouverte. Alors rapidement, le laboratoire AIDIS de Grenoble, il s'occupe de quoi? Et l'innovation ouverte, qu'est-ce que c'est? Donc AIDIS Laboratory, c'est en fait un partenariat qui a été initié il y a 15 ans par le
CEA de Grenoble, dans lequel en fait, on travaille avec plusieurs industriels, des collectivités et des écoles, et on partage des ressources financières et des ressources humaines en commun pour mener des projets d'innovation, c'est-à-dire qu'on essaie d'identifier des pistes de nouveaux services, de nouveaux produits pour demain et d'essayer d'identifier la ville et les métropoles et l'habitat de demain. Le territoire et la santé, et le plaisir, l'épanouissement, sport-santé pour demain. Ouais. Et le CEA, je le rappelle, c'est un conseil d'architecture pour les collectivités locales. Serge Gros. On a vu l'écoquartier, on a l'impression que c'est un phénomène de mode. Alors c'est de la mode ou au contraire, c'est quelque chose qui va perdurer, cette façon de changer la ville un peu, ou de construire la ville? Non, c'est loin d'être une mode. En fait, je crois que c'est un mouvement de fond. Les premiers préfigurent sans doute un mouvement. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à tirer comme enseignement. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'enfin, on arrive à envisager la création de quartiers avec de la mixité, avec une richesse programmatique, avec une qualité d'espace. Il faut traduire un peu tous les... La mixité, la richesse programmatique, qu'est-ce que c'est? La mixité sociale, c'est-à-dire qu'on mélange différentes couches de population, on amène des services, de l'activité, on amène des écoles, des commerces, on amène aussi des personnes très diverses sur le plan générationnel, et puis on amène surtout une qualité d'espace public et d'échange, une vraie vie sociale. Alors c'est plutôt des quartiers qui prennent de la place. Moi j'avais plutôt l'impression qu'on cherchait plutôt à concentrer les habitats et à plutôt monter la ville en hauteur. Je crois que tous les cas de figure, il faut bien se rappeler que la verticalité, la ville en hauteur, la tour n'est pas forcément une figure plus dense que la ville plus basse. Et donc ça, c'est une question de composition urbaine, de choix urbain. Et on se rend compte que finalement, la ville peut être moins haute et plus facile sans doute à restructurer que la ville qui serait en étage, qui coûte finalement, on le voit quand on fait des bilans au niveau international, des tours qui ne sont pas aussi performantes que ce qu'on promettait, même quand elles sont des tours vertes, etc. Pourtant, c'est logique, on met plus de personnes sur moins de mètres carrés, a priori... Tout à fait. C'est très logique sur Manhattan, par exemple, ou dans des villes très denses. Oui. Dans des villes comme Grenoble ou même Lyon, Qu'est-ce qui coûte plus cher alors quand on fait ça? Ce qui coûte cher, c'est que quand on construit 20, 30 étages, etc., il y a des espaces publics qui vont autour et qui sont très souvent imposants. Dans les quartiers qui sont en étage à Grenoble, par exemple, pour parler de chez nous, on se rend compte qu'elles sont très souvent accompagnées d'un parc. Et quand on regarde le bilan global de la densité du quartier, on se rend compte qu'on est toujours moins dense que les quartiers du 19e siècle, par exemple. Ah d'accord, parce que vous pas cité Grenoble, la caserne de Beaune qui a été primée comme écoquartier, donc il est dans ce sens-là, on va vers une densification, mais douce et verte alors? Absolument, on a une densification qui est un peu moins forte que dans les quartiers haussmanniens, c'est-à-dire les quartiers du 19e siècle, mais on a par contre des espaces publics qui sont mutualisés avec une vraie richesse de composition, qui n'est pas une richesse pensée au niveau d'un îlot, c'est-à-dire d'un petit élément du quartier, mais qui est pensée global et qui est surtout particulièrement bien articulé avec le reste de la ville. Pour continuer sur la ville de Grenoble, il y avait des projets qui ont été arrêtés par la nouvelle municipalité verte, justement qui comprenaient des tours. Donc vous allez plutôt dans ce sens-là, vous en tant que professionnel de l'urbanisme et architecte. Écoutez, je crois que ce qui est très... Je ne vais pas rentrer dans le politique, mais en tout cas... Si vous voulez, on n'est pas du tout convaincu que la tour soit la solution. Je crois que la solution n'existe pas. Ce qui est très important aujourd'hui pour la ville du futur, c'est de tenir compte de l'ensemble des éléments qui composent les villes. Et le contexte grenoblois est un contexte très singulier, où finalement même une tour qui monte en étage est presque dérisoire par rapport à la hauteur des montagnes très proches. Gilles Vesco, dans l'agglomération grenobloise, ça va être difficile de faire de l'espace vert, ou alors il faut déconstruire pour faire des écoquartiers comme à Clermont-Ferrand. Oui, alors effectivement, Grenoble a une contrainte de site très très forte. J'ai entendu parler d'ailleurs d'un projet de tunnel pour faire passer le transit qui est une arlésienne, un serpent de mer. Sur le Grand Lyon, on peut rajouter un étage, mais dans le même temps, on crée deux parcs, le parc Blandan, le parc de Gerland, par exemple. On fait la reconquête des berges du Rhône et de la Saône. Des friches sur lesquelles on peut créer des parcs ou aujourd'hui il y a plus beaucoup d'espace libre. L'avantage à Lyon, c'est que Gérard Collomb a trouvé non pas une friche, mais un terrain de jeu, entre guillemets, et à développer, qui s'appelle la Confluence. À Paris, c'est différent, la ville est pleine comme un œuf. La maire de Paris ne peut pas mettre sa tour triangle, et quand
elle fait les berges de la Seine, elle enlève le sable à la fin de l'été, alors que nous, on laisse pérenne. Alors ça y est, ça commence à Paris enfin. C'est une vraie question. La densification et la ville verticale, c'est une vraie question. Aujourd'hui, 50% de la population mondiale est dans les villes. En 2050, c'est 80%. Donc il va bien falloir, et à l'heure où on parle, il y a 10 tours de plus de 500 mètres qui sont en construction, et je ne parle pas de la King Tower à Riyad, de 1 km de haut. Donc c'est une vraie question qu'il faudra regarder en face. Alors on parle de densifier les villes, donc c'est un peu favoriser la ville au détriment des villages. Je voulais parler du mouvement inverse, moi. Pourquoi ne pas favoriser l'implantation de nouveaux habitants en milieu rural, en développement? Eh bien évidemment le télétravail. Les champions de cette stratégie en France, ce sont les Cantalous, la communauté de communes de Murat, où chaque année est organisé un forum du télétravail. Alors avec nous, le président de la communauté de communes, Bernard Delcros, maire de Chalinargues, est avec nous donc en duplex de nos bureaux d'Aurillac. Monsieur Delcros, bonjour. Alors depuis combien de temps vous avez lancé, vous, cette initiative de télécentre dans votre communauté de communes? Et justement, avec quel bilan vous pouvez en faire? Alors ça fait maintenant environ 7 à 8 ans qu'on a misé sur le numérique. Pourquoi avons-nous souhaité miser sur le numérique? Parce qu'on voit bien que l'arrivée d'Internet, l'arrivée du numérique est en train de changer complètement la société, de changer nos modes de vie, notre façon de travailler, notre façon de consommer, notre façon de produire, de nous déplacer aussi. Vous évoquiez tout à l'heure la question du covoiturage, mais le covoiturage, il est possible parce qu'il y a Internet. Bref, le numérique change nos comportements et qu'on bascule dans une société qui est une société du partage, des échanges de savoir, échanges de biens aussi, échanges de services, dans une société plus collaborative. Et donc, nous pensons, nous, que cette évolution-là peut répondre à un certain nombre d'enjeux de société, et notamment celui que vous évoquiez à l'instant, l'enjeu du rééquilibrage des populations et des habitants sur le territoire national. Effectivement, il y a de plus en plus de concentration d'habitants sur le milieu urbain, avec tous les problèmes que cela soulève. Et par le télétravail, en permettant à des gens de trouver une meilleure qualité de vie en venant habiter dans notre région, par exemple, mais évidemment, il y en a d'autres, et de créer parfois même leur propre emploi. Donc, on répond aussi à des sujets d'emploi, des sujets de pollution, mais on répond à un vrai enjeu de société pour demain. On sait qu'il y aura d'ici 25 ans à peu près 8 millions d'habitants en plus. On peut, par le télétravail, par le travail à distance, on peut rééquilibrer ces populations sur le territoire, sur les territoires de notre Alors, pays. Qui sont ces télétravailleurs? On dit plutôt que ce sont plutôt des travailleurs indépendants, des professions libérales. Pour le moment, le salarié, entre guillemets, n'est pas forcément concerné. Alors, il y a les deux. Donc, il y a évidemment les télétravailleurs indépendants, c'est-à-dire les personnes que nous accompagnons à travers notre centre de formation. Et qui créent leur propre activité. Et c'est pour ça que là aussi, on peut répondre à un vrai enjeu d'emploi, qui créent leur propre activité dans différents domaines. Alors, ça peut être le domaine de la traduction, ça peut être le domaine du secrétariat, mais ça peut être beaucoup aussi le e-commerce, le e-tourisme. Au jour d'aujourd'hui, ça vous fait combien d'habitants de plus alors? Alors, on a installé près d'une quarantaine d'entrepreneurs. Et on a fait une étude justement là-dessus pour mesurer les retombées économiques, et ça nous fait près d'une centaine d'emplois, avec les emplois indirects bien sûr, supplémentaires sur le territoire, ce qui est considérable parce qu'il faut ramener ça à l'échelle d'un territoire rural d'environ 6 000 habitants pour 13 communes. Donc c'est vraiment un résultat très encourageant, et aujourd'hui un sol migratoire qui redevient positif. Monsieur Delcros, combien ça coûte? Alors, on a pendant longtemps été considéré en quelque sorte comme un laboratoire un peu d'expérimentation et d'innovation. Et donc, on a bénéficié à ce titre-là de fonds publics, notamment de fonds de l'Europe, de l'État, des régions. Et le bilan qu'on a fait montre qu'installer un entrepreneur télétravailleur dans notre territoire, ça correspond à une dépense d'environ 8 000 euros. Quand on le compare au coût d'un demandeur d'emploi, on voit que ça vaut vraiment le coup de poursuivre et d'encourager ces politiques-là, parce que finalement, c'est un coût qui est relativement modeste pour un enjeu qui est extrêmement important. Concernant le télétravail salarié, vous me posez cette question aussi. Le télétravail salarié se développe. Alors, on sait qu'encore en France, on est peut-être un peu en retard par rapport à d'autres pays, mais il y a des études extrêmement intéressantes qui viennent d'être conduites. Notamment une étude qui a été conduite par le cabinet Arras Interactive, qui a dévoilé qu'aujourd'hui, environ 12% des salariés étaient des télétravailleurs,
mais qu'il y avait une croissance extrêmement importante. Dans votre région, j'ai lu que Michelin avait développé, ou tentait de développer, avec un succès mitigé, le télétravail parmi ses salariés. Oui, Michelin a été un des premiers, disons, à développer le télétravail. Et les études montrent que la première motivation pour les entreprises, comme pour les salariés, de choisir la voie du télétravail, la première motivation, c'est la qualité de vie. Donner une meilleure qualité de vie ou de meilleures conditions de vie personnelles, cette fois-ci, aux salariés. Et toutes les études qui ont été faites, il y a une étude extrêmement intéressante qui vaut vraiment le coup de regarder, qui a été conduite il y a 2 ans environ, il y a 2 ans, pour le ministère de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique, qui montre qu'il y a 85% des employeurs qui sont satisfaits d'avoir développé le télétravail et qui constatent, en améliorant la qualité de vie et les conditions de travail de leurs salariés, qui constatent des gains de productivité qu'on estime aujourd'hui à environ 22%. Donc ces télétravailleurs que vous faites venir, vous parlez de qualité de vie, il n'y a pas seulement la verdure qui les intéresse. J'imagine que derrière, la collectivité est aussi obligée de développer des activités, des animations, des culturelles, sportives. Ça aussi, ça coûte de l'argent. Bien sûr, la qualité de vie, ce n'est pas seulement l'environnement. C'est bien entendu un environnement préservé, mais c'est aussi une offre de services. Et donc aujourd'hui, les territoires ruraux vivent une vraie mutation en s'appuyant sur le potentiel de qualité de vie lié à des milieux naturels et à un environnement préservé. Aujourd'hui en développant des services qui sont les services qu'attendent les habitants d'aujourd'hui et de demain, à la fois les nouveaux habitants, mais aussi les jeunes qui restent au pays. Les services, et les services en matière d'habitat, en matière de logement, d'offres sportives, d'offres culturelles, d'offres de loisirs. Est-ce que ça reste C'est toute une politique territoriale qui accompagne l'installation de ces nouveaux arrivants. Ça peut être un mouvement de grande ampleur ou simplement une niche? Moi, je pense que ça peut être un mouvement de grande ampleur, que ça doit être un mouvement de grande ampleur, que nous devons le favoriser, l'encourager, parce que, je le redis, d'ici 25 ans, plus 8 millions d'habitants en France, on ne peut pas continuer à concentrer ces habitants sur des régions urbaines avec tous les problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure et beaucoup d'autres. Donc c'est vraiment l'occasion, l'arrivée du numérique est vraiment l'occasion de rééquilibrer les populations sur le territoire national et du coup de répondre à un certain nombre d'enjeux de société d'aujourd'hui, mais encore plus de demain. Je pense qu'on a intérêt à anticiper ces évolutions-là. Je vous remercie. On va continuer donc ce débat sur le plateau. Jules Lescaut, quand vous entendez ça, est-ce que dans des grandes villes comme Lyon, le télétravail est-il intéressant ? Oui, bien sûr. Alors qu'il y a des transports publics gratuits. Rien n'est gratuit. Non, gratuit. La mobilité va croître de 50% d'ici 2030, donc largement dans les villes émergentes, mais vous voyez que c'est une question. Le gros avantage du télétravail, c'est que ça limite la mobilité, ça limite les déplacements, et du coup, on a une ville mieux partagée. Sur le télétravail, vous avez travaillé à l'IDIS ? On regarde ça de près parce que tout ce qui est notamment des tiers-lieux, c'est-à-dire que ça peut être vraiment de créer des centres, par exemple, là je vois sur la région grenobloise, plutôt que ce que le matin le trafic se fasse du bassin voironnais vers le bassin grenoblois et vice-versa, parce qu'il y a un trafic aussi inverse, des gens qui habitent en ville mais qui travaillent dans les entreprises parce que ça coûte moins cher à l'extérieur. En fait, la problématique de la mobilité, elle n'est pas tellement dans le centre-ville, je dirais presque, c'est pour y accéder à ce centre-ville. Et donc parce que les gens habitent maintenant de plus en plus en périurbain. Et donc c'est vrai que le fait de pouvoir rendre des zones polycentrées les territoires, c'est-à-dire non plus avoir monocentré où tout le monde vient dans le centre-ville, mais pouvoir avoir des zones de fonctionnement, comme on le voit à Murat, où on est capable de re-ancrer des services de commerce, de santé, de travail, et le télétravail en fait partie, parce qu'on ne va pas créer n'importe quel job, je dirais, n'importe où. Le télétravail permet de pouvoir travailler depuis un lieu distant, quoi. Encore faut-il que dans l'aménagement du territoire, on puisse permettre donc aux secteurs ruraux d'avoir des liaisons technologiques fortes. Ça, c'est la fibre optique. La fibre optique ou la 3G. On reprendra ce débat puisqu'on arrive proche donc, de midi, c'est l'heure du journal régional. Et donc nous, on se retrouve tout de suite après. Donc ne quittez pas tout de suite le journal régional présenté par les rédactions respectives de Lyon, Clermont et Grenoble. À tout de suite.
Dans toutes les situations, profitez d'une vision claire de la météo sur France 3 avec les verres Crisal UV d'Essilor. Madame, Monsieur, bonjour. Des températures de plus en plus douces pour ce week-end de Pentecôte. Pourquoi ? Eh bien, on est toujours en bordure de l'anticyclone et résultat, eh bien, cet anticyclone laisse passer ce froid, donc et également cette humidité qui descend de la mer du Nord. On voit ça sur la carte pour cet après-midi avec un ciel extrêmement chargé, cette limite instable de la Bretagne jusqu'aux Ardennes. On aura un peu plus d'éclaircies près des côtes de la Manche et autour de la Méditerranée avec un Mistral tramontane à 80 km/h et puis des averses également donc sur le relief des Alpes et des Pyrénées. Pour les températures, on regarde la masse d'air, une masse d'air qui est de plus en plus douce, je vous l'ai dit, donc pour ce week-end. Alors les températures maximales pour cet après-midi, on les regarde ces températures avec 21 degrés à Paris, on aura 18 à Brest, 25 pour Marseille et 16 petits degrés pour Biarritz. Le temps maintenant pour demain matin. Regardez cette très belle carte de France, du beau soleil. Donc pour demain, ce sera la plus belle journée effectivement du week-end, avec l'arrivée malheureusement de passages nuageux en cours de journée, en cours d'après-midi. Vous voyez que sur le littoral de la Manche, la façade atlantique et sur la Méditerranée, c'est du beau soleil avec Mistral tramontane à 60 km/h. Pour les températures minimales, eh bien, elles sont un peu plus fraîches près de la Manche. On a 9 degrés par exemple pour Rouen, 12 pour Paris et 13 à Marseille. Pour les maximales, eh bien là ce sont des températures très agréables, des températures de saison, 22 à Paris, 25 à Marseille. Pour la tendance, pour les 4 prochains jours, même pour lundi, eh bien c'est une perturbation qui nous donnera quelques gouttes, notamment eh bien sur la région parisienne. Pour mardi, c'est une belle journée avec des températures agréables. Je vous souhaite une excellente journée. Dans toutes les situations, profitez d'une vision claire de la météo sur France 3 avec les verres Crisal UV d'Essilor. Les fleurs, les herbes aromatiques, les arbres font partie de la vie de Gérard Borel. Petit-fils et fils de cuisinier en Chartreuse, il tient avec sa femme le restaurant La Corne d'Or à Coran, en Isère. Nous partirons avec lui dans le massif de la Chartreuse, ramasser des plantes, puis à Serrières en Chautagne, rencontrer un vigneron en harmonie avec son terroir. D'autres rencontres sont prévues ce dimanche dans Goûter voir. Bien sûr, nous ferons la recette, un filet de lavaré braisé à la chartreuse et aux branches de sapin. Gérard Borel, à Coran, un cuisinier par nature. À dimanche 11h25. Bonjour à tous, à la une de l'actualité régionale ce midi, du football et une montée historique, celle de Bourg-Péronat. Pour la première fois dans l'Ain, un club de foot accède à la Ligue 2. Les Bleus ont gagné 2-0 hier soir face à Boulogne. Le récit de Jean Perrier. Il est 22h ce 22 mai. La folle soirée va pouvoir commencer. Le match, il n'est même pas fini. Mais en marquant le second but du FCBP, Lionel Diompi expédie alors de manière certaine son club en Ligue 2 et toute une ville au bord du terrain. Ce 2-0 libérateur, car il mettait à l'abri d'une égalisation qui eût été fatale, n'est intervenu qu'en toute fin de match. Diompi, rentré quelques minutes avant, résistant à 2 défenseurs pour faire rentrer les Bleus dans l'histoire du foot régional. Car face à une équipe nordiste qu'on disait en vacances, Bourg-Péronat a longtemps et beaucoup tremblé. 0-0 à la mi-temps et une véritable impossibilité à se libérer face à l'enjeu. C'est Florent Augier, en début de seconde période, qui en ouvrant la marque a finalement entrebâillé la porte qui mène à la Ligue 2. Premier but de la saison pour le défenseur bressan, comme le symbole de l'incroyable surprise que constitue cette accession. Un véritable pied de nez au foot business, selon l'entraîneur, un exploit légitime d'après de nombreux observateurs et à coup sûr, un moment historique pour une ville, un court instant, hystérique. On vous en parlait hier, un cas de rage a été détecté dans la Loire. Un chiot de 6 mois en est mort au Chambon-Feugerolles. La préfecture a déjà retrouvé 13 personnes ayant eu un contact avec l'animal. Mais 6 hommes potentiellement infectés sont toujours recherchés par les autorités. Nicolas Elandaloussi et Damien Grousson. Sur cette photo, Sultan. Ce chien est mort de la rage dimanche au Chambon-Feugerolles après avoir contracté la maladie en Algérie. Conséquence, la préfecture de la Loire est en alerte. Car les cas de rage sont rares dans notre pays. Le dernier remonte à octobre 2013 dans le Val d'Oise. Pour les animaux comme pour l'homme, la rage peut être mortelle si elle n'est pas traitée rapidement. Le quartier où vivait le chien est donc placé sous étroite surveillance.
Il est fondamental que les personnes qui auraient pu être en contact avec cet animal, ce chien sultan, se signalent auprès de la cellule d'information du public qui a été mise en place en préfecture. Contrôle aussi sur les animaux, particulièrement surveillés, les chiens bien sûr, mais aussi et surtout les chats errants, car en cas d'infection, ils pourraient propager la maladie. Des cages ont notamment été placées pour capturer les félins afin de les examiner. Quant aux propriétaires de chats et de chiens, ils vont devoir passer par la case vaccination. Toutes ces mesures s'appliqueront jusqu'au mois d'octobre ici au Chambon-Feugerolles, un délai nécessaire pour écarter tout risque de contamination. En cas de doute, un numéro, le 04 77 48 47 58. Les élections municipales d'Annemasse en Haute-Savoie sont annulées. Le Conseil d'État a estimé que la liste FN présentait des irrégularités. Le FN qui avait obtenu 13% des voix. Et on termine par une idée de sortie. Après 18 mois de travaux, le musée des Beaux-Arts de Vienne, en Isère, a rouvert ses portes ce matin, avec notamment une nouvelle salle des antiquités. Près de 300 000 visiteurs sont attendus d'ici 2020. Prochain rendez-vous avec l'actualité régionale à 19h. À ce soir. Et donc retour sur le plateau de La Voix est libre où l'on parle de pollution dans les villes et des moyens de lutter contre ce véritable fléau. Comment organiser la ville, changer d'énergie et aussi changer nos comportements. Alors Serge Gros, si je résume un peu le débat qu'on avait juste avant le journal, la ville du futur, ce sont des écoquartiers avec des télétravailleurs dedans. Des télétravailleurs dans la ville et en dehors de la ville, effectivement. On est attentif au CAUE autant au territoire urbain qu'au territoire périurbain ou ruraux et campagnards et montagnards. Donc pour vous, l'avenir, c'est pas la ville. L'avenir, c'est de vivre, de repenser nos modes de vie dans les formes urbanisées d'aujourd'hui. Et là, on a un très gros travail de correction, finalement, de ce qu'on a fabriqué depuis 50 ans. On se rend compte qu'on a misé sur l'individualisme et le tout automobile, et qu'il faut juste complètement inverser notre manière de faire progressivement. Et pour réussir, il faut que les gens en aient envie. Et aujourd'hui, on voit bien que tout cet urbanisme est devenu inquiétant, anxiogène, qui génère des pathologies. On voit qu'il faut changer complètement nos logiciels. Et donc, on est un petit peu dans les CAUE des révélateurs des potentialités des lieux. Et ceux qui donnent la parole aux acteurs, on est convaincu que les innovations existent déjà et les envies existent dans la population, qu'il faut qu'elles puissent se faire entendre. Est-ce qu'on pourrait dire que l'avenir, c'est une ville qui s'étend petit à petit et doucement ? Qui s'étend petit à petit et doucement. Parce que si on ne monte pas en hauteur, on va s'étaler. Ça dépend, parce qu'on l'a vu avec l'exemple de Murat, où ça peut être aussi, il y a d'autres territoires qui se créent et qui poussent. Je vois par exemple Nantes-Saint-Nazaire, où la volonté est de se dire on fait 2 pôles, Nantes et Saint-Nazaire, et le long de la ligne de chemin de fer qui sera l'axe rapide, on crée des villes moyennes pour que les gens puissent s'implanter ici. On l'a vu par exemple, parce qu'on parlait beaucoup autour de la ville là, mais on a fait des tests sur ce que vous avez entendu, des véhicules sans chauffeur notamment. On a voulu le mettre entre les mains de personnes dans Grenoble qui nous ont dit on n'a pas besoin d'avoir un véhicule sans chauffeur. À pied, en vélo ou en tram, on se déplace très bien, donc on n'a pas besoin de ce véhicule-là. Donc c'est des solutions qui viennent pour du périurbain. Et si on étend la ville, ça veut dire quoi? Si jamais les gens doivent tous venir au centre. Et donc si on étend la ville, il faut que les gens puissent, c'est pas un problème d'étendre, c'est le problème que les gens doivent rester. Quand on voit le Grand Paris qui fait Roissy jusqu'à Saclay, 100 km de diamètre, est-ce que les gens vont tous venir au centre? Et on le voit bien, la stratégie du Grand 8 est faite pour polycentrer le territoire. Comment on fait au Grand Lyon pour anticiper et puis se préparer à l'afflux de nouveaux habitants, puisque on le sait, le Rhône-Alpes est très attractif et il y aura une afflux de population. Et notamment le Grand Lyon est très attractif. Et il y aura à la fois du fait des naissances d'ailleurs, à la fois de migration d'autres régions. Bien sûr. Alors je crois qu'il y a aussi une manière d'éviter l'extension des villes, c'est de mieux les partager. C'est aussi la politique qui a été décidée par Gérard Collomb au Grand Lyon, notamment dans cet écoquartier de la Confluence. C'est quoi la définition de la ville durable? C'est qu'on peut tout faire au même endroit, c'est-à-dire travailler, se loger, se distraire, faire du sport et finalement limiter les déplacements.
Et le rôle de la collectivité, c'est de pousser vers les habitants des nouveaux services. Je crois que monsieur le maire à Aurillac avait tout à fait raison. On va vers la ville partagée, mieux partagée, grâce à tous ces services, toutes ces plateformes collaboratives à base de numérique, comme il l'indiquait, et qui permet d'additionner les intérêts individuels et de faire l'intérêt collectif grâce à ces carrefours de l'intelligence. C'est la ville intelligente, évidemment. Smart Cities. Et au Grand Lyon, si vous voulez, des bâtiments à énergie positive à la confluence, c'est le partage. L'énergie positive, c'est quand ça partage entre les voisins au niveau de l'énergie. Mais Velov a été la première plateforme collaborative. Justement, monsieur Lescaut, ça va vous faire plaisir, on va y revenir sur Velov, puisque Velov fête ses 10 ans. Je crois que c'est Lyon qui a été l'initiatrice de ce type de procès. Alors, juste le reportage donc, de Jean-Christophe Had et Mathieu Boudet sur ces 10 ans. Et ils en font le bilan. Et quelles leçons en tirer ? Avec ses 60 000 abonnés et ses 23 000 trajets au quotidien, Velov s'est imposé comme un mode de transport à part entière. Un mode qui semble séduire pour sa facilité d'utilisation. Mais qu'il soit utilisateur régulier ou occasionnel, les clients espèrent encore des améliorations pour les années à venir. Quelquefois c'est embêtant quand on prend le Velov et qu'on revient, il n'y a plus de place et on est là, oh non il faut que je trouve une autre station Velov, mais après ils peuvent pas faire grand chose. Donc peut-être plus de stations, aller plus loin. Plus de stations, ouais, peut-être aller plus loin, ça ce serait cool. Aller plus loin, c'est l'une des pistes de réflexion essentielles. On compte aujourd'hui 4000 Velov pour 350 stations. Mais l'agglomération s'est développée ces dernières années, avec par exemple l'arrivée récente du métro à Oulin. En parallèle, le créateur de Velov n'a pas attendu pour sa prochaine révolution, l'assistance électrique. Le prototype existe déjà, une petite batterie amovible qu'il suffira de fixer sur le Velov. Une batterie que tout un chacun pourra louer et charger au bureau ou à domicile. Et il y aura un triple avantage, d'une part une assistance au démarrage, une assistance pour des trajets un peu plus longs, et puis aussi une assistance en côte. Et ça sera sans doute la deuxième révolution urbaine que nous pourrons, j'espère, démontrer à Lyon. Car avant de voir tout cela, il faudra que la société Deco remporte le prochain contrat passé avec la métropole. Ce sera dans 2 ans. C'est là qu'on voit que le politique, à chaque étape, est important. Donc le citoyen urbain, le Lyonnais de demain, ça sera donc un cycliste avec un vélo électrique. Oui, alors ça sera un mix de déplacements. Hein. C'est toujours un mix finalement, il n'y a pas de solution magique. C'est pas tout ou rien, évidemment, et c'est comme ça qu'on partage la ville. Mais c'est vrai que Velov a été crédibilisé pour la première fois au monde à Lyon comme ce système finalement partagé, de vélos partagés. Il existe dans beaucoup de villes maintenant. 900 villes dans le monde. Oui, voilà. C'est ce qu'on appelle le transport public individuel en one-way. Alors one-way, c'est sens unique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de remettre l'engin là où on l'a pris. C'est un coût là aussi, cette politique-là. Oui, alors les business models sont plus ou moins assurés. Aujourd'hui, on parle de 2 000 € par vélo. Aujourd'hui, le surcoût, entre guillemets, mais là, il fallait passer en premier. C'est là où le Grand Lyon a fait l'affaire du siècle, puisque Gérard Collomb a dit on y va avec 4 000 vélos. Il fallait du courage politique également. Deco avait prévu 1 000 € par an et par vélo de coût, et ça a été le double. Alors, le contrat revient bientôt, ça va être rediscuté, mais c'est un vrai service donné dans les mains des citoyens. Ça a été la première plateforme collaborative de la ville partagée. L'AIDIS, on planche aussi sur ce type de transport. Oui, alors ce qu'on travaille... Ça change tout, le vélo électrique Le vélo électrique, le gros avantage, c'est que du coup, ça facilite le trajet quand même. Parce que nous, on le voit, les personnes n'ont pas de représentation de leur territoire, en fait. Quand on leur dit, par exemple, que vous êtes à Pont-de-Clé, donc en banlieue de Grenoble, et que vous dites que vous pourriez aller en vélo dans le centre-ville, non, il faut ça me prendre 1 heure. Alors qu'en un quart d'heure, 20 minutes, on y est dans le centre-ville, et même parfois plus vite qu'en voiture. Donc, les gens n'ont pas vraiment une représentation de leur territoire. On travaille sur ces modes de représentation. Et puis surtout, on parle beaucoup des déplacements des personnes, mais il y a le déplacement du fret. De plus en plus, avec le numérique, on commande à distance, il faut se faire livrer, etc. Et aujourd'hui, vous vous déplacez, notamment quand vous êtes avec des voitures, avec des coffres vides. Et donc, on est en train de regarder ces pistes-là également, de se dire, mais comment est-ce que quand on transporte quelqu'un ne peut pas transporter du fret en même temps, plutôt que d'augmenter l'entropie du territoire, le foisonnement de déplacement, quoi. Donc, c'est des choses qu'on regarde de près. Et puis, des modèles combinés, c'est-à-dire, je viens avec mon vélo. Aujourd'hui, on le voit bien dans les transports de train.
c'est saturé. Le prix du pétrole étant ce qu'il est, les gens se rabattent sur du vélo et sur du trajet, par exemple, banlieue grenobloise vers Grenoble, c'est saturé de personnes qui sont avec leur vélo dedans. Et donc, il va falloir aussi penser l'évolution des modes de transport au regard de cette pratique du vélo qui risque de devenir une pratique plus majoritaire dans la ville. Je voulais revenir sur la ville et le centre-ville. Prononciation anglaise, vous dites qu'en fait, il faudrait plusieurs centres-villes dans une même collectivité. C'est exactement ce que disait monsieur sur Confluence. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur Confluence, vous êtes dans une ville. Vous êtes dans Lyon, mais c'est une ville dans Lyon. C'est-à-dire que vous êtes là, vous pouvez travailler là, vous pouvez vous distraire là, vous pouvez faire du sport ici, vous pouvez commercer ici. Après, ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que la ville de demain... C'est un peu ce que représentent les communautés de communes aujourd'hui. Oui, sauf que même dans les communautés de communes, on reproduit un centre qui est le plus grand bourg, qui va être le centre dans lequel on va se retrouver avec tous les médecins ou avec les commerces, etc. Et les gens viennent ici. Alors, selon les communautés sur lesquelles vous êtes, il y a des transports en commun qui sont organisés ou pas. Donc, du coup, c'est tout ça qu'il faut penser. Et puis, quand vous êtes dans une communauté de communes proche d'une grande ville, c'est le dialogue qu'il y a entre ces communautés de communes et la grande ville pour pouvoir justement faire en sorte d'avoir des barrières. Quand je vous dis, c'est des territoires de 100 km de diamètre qu'on voit demain. Nantes-Saint-Nazaire, le Grand Paris, le Grand Lyon, on n'y est pas loin. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et puis surtout, il y a un autre phénomène dont on parle pas beaucoup, c'est que dans 15 ans, une personne sur 3 aura plus de 65 ans en ville. Et donc, c'est des personnes qui seront des, entre guillemets, oisifs, c'est-à-dire qu'on aura peut-être plus de gens oisifs dans les villes, parce qu'au chômage, parce qu'à la retraite, que de gens qui seront peut-être travailleurs. Et donc, ça, c'est une question qu'il va falloir qu'on se pose également, et qui va avoir un impact sur la production de mobilité et la production d'habitat. L'urbain futur est une personne âgée. Les études montrent qu'en 2030, 30% des gens en ville auront plus de 65 ans en France, enfin en Europe. Donc du coup, se pose la question, oui, peut-être qu'au XXIe siècle, autant au XXe siècle, on vient en ville pour se divertir, pour produire, pour commercer. Peut-être qu'au XXIe siècle, on viendra en ville pour vieillir aussi, puisque c'est là qu'il y a les aménités pour cela. Qu'est-ce que l'urbanisme pense de cette évolution ? Ce qu'on pense, c'est que la grande difficulté et le charme de notre métier, c'est d'essayer d'avoir la responsabilité d'installer des solutions construites, pensées, urbanisées, qui prennent beaucoup de temps dans la programmation, et que jusqu'à présent, on avait un certain nombre de certitudes. Aujourd'hui, on pilote l'incertitude, et qu'il nous faut aujourd'hui, dans la programmation, imaginer de pouvoir envisager des tissus qui vont permettre de s'adapter en permanence à la volatilité finalement des besoins des gens. Et donc il faut que l'habitat soit totalement évolutif, il faut qu'il soit flexible, qui permette de satisfaire à tous les besoins au fil de la vie, mais il faut aussi penser de plus en plus qu'il soit réversible. C'est-à-dire que demain, et on arrive aujourd'hui à calculer le bilan carbone d'un bâtiment et son énergie grise, l'analyse des cycles de vie des matériaux qui le composent. Si on les prend en compte très tôt, on se rend compte qu'on peut anticiper et qu'on peut diviser par 10 l'impact environnemental de la conception des bâtiments et de la consommation énergétique. Gilles Vesco, la ville du futur, c'est celle qui change en permanence alors. Ah oui, la ville se refait sur elle-même en permanence, mais je crois qu'aujourd'hui, le serviciel, grâce au numérique... Alors, le serviciel c'est en fait, chaque fois que vous mettez du numérique, alors pour ce qui est de vélo, par exemple dans un engin roulant comme la voiture servicielle électrique ou le vélo, le maire à Aurillac disait que le covoiturage n'existe que parce qu'il y a une plateforme numérique qui fait l'entremise entre l'offre et la demande. Et donc c'est ce carrefour de l'intelligence par lequel on doit repasser. On parlait des bâtiments à énergie positive, c'est exactement là où il y a du partage également. Je pense que demain, on jugera une ville à ce qu'elle fait partager à ses citoyens. Et la ville de demain deviendra une gigantesque plateforme collaborative de partage. L'espace public est rééquilibré pour ça d'ailleurs. Le sociologue Jean Viard parle d'une agora de rencontres aléatoires que doit devenir la ville. C'est exactement de ça qu'il s'agit pour finalement installer et maintenir de la liberté dans les relations entre les gens, qui est le but de tout élu démocrate.
Oui, donc je répète, il faut réapprendre à vivre ensemble et à échanger. Au contraire, on a l'impression que la ville avait plutôt tendance à renfermer les gens sur eux-mêmes et à renforcer les individualités. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que... Vous avez le mot de la fin rapidement. On a été sur des territoires jusqu'à présent qui ont été assez vers l'individu. Le numérique a permis de s'exporter à l'autre bout de la planète. Parfois, on parle plus à son voisin à l'autre bout de la planète que à côté de chez soi. Et qu'aujourd'hui, les solutions comme les plateformes qui sont mises en place, des solutions de mixité sociale dont on parlait tout à l'heure aussi, font en sorte que du coup on arrive à créer plus de liens sur le territoire. Il va y avoir un rééquilibrage entre cette balance globale, locale et intime. Autorégulée. Tout à fait. Messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et donc bon travail. Pour les années futures, on ne se quitte pas sans vous parler des émissions donc régionales de France 3, Rhône-Alpes-Auvergne, le doc 15h20 donc sur Jean Moulin, Klaus Barbie, Chronique d'en haut 16h20, le Vercors en pleine nature et puis dimanche matin 11h25, Goûtez voir est à la Corne d'Or à Coran, près de Grenoble, chez le chef Gérard Borel. Voilà, encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. N'oubliez pas les sites internet respectifs de nos 3 bureaux régionaux d'information, Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble. Je vous souhaite une excellente après-midi. À la semaine prochaine.